Nous sommes en 1941. Dans le sous-sol du siège de la police japonaise, les enquêteurs rassemblèrent les éléments d'une vérité choquante. Pendant des années, un journaliste allemand basé à Tokyo évoluait parmi l'élite nazie et japonaise. Richard Zorger était le bras droit de l'ambassadeur allemand et se trouvait partout où les puissants se réunissaient, mais les preuves devant eux menaient à une conclusion accablante. Le fervent partisan du Troisième Reich, au cœur des cercles diplomatiques de Tokyo, était en réalité un espion soviétique et le cerveau du réseau d'espionnage le plus efficace de la Seconde Guerre mondiale. Richard Zorger avait vécu un parfait mensonge pendant 8 ans. Il avait recruté un vaste réseau d'agents japonais et avait dérobé les secrets les plus profonds du Troisième Reich juste sous leur nez. Au printemps 1941, il avait averti Moscou qu'Hitler s'apprêtait à lancer la plus grande invasion militaire de l'histoire, l'opération Barbarossa. Mais le toujours paranoïaque Joseph Staline l'avait ignoré. Ainsi, lorsque la Wehrmacht a franchi la frontière soviétique plus tard cette année-là, l'armée rouge a été totalement surprise. Maintenant, alors que les panzers allemands se rapprochaient tant de Moscou, Staline faisait face à une question encore plus désespérée. Le Japon allait-il attaquer depuis l'Est, forçant une guerre catastrophique sur 2 fronts ? L'Union soviétique risquait de disparaître. Seul Zorger pouvait répondre si la police japonaise ne l'arrêtait pas avant. Voici l'histoire de Richard Zorger, l'espion le plus efficace de toute l'histoire. Richard Zorger est né en 1895 à Bakou, dans l'Empire russe riche en pétrole, d'un père ingénieur allemand et d'une mère russe. Il devint vraiment révolutionnaire communiste plus tard, dans les tranchées sanglantes de la Première Guerre mondiale. Ses convictions révolutionnaires venaient plus de sa famille que d'une idéologie choisie. Son grand-oncle avait été secrétaire particulier de Karl Marx. Parmi les premiers livres que le jeune Richard a lus, il y avait un exemplaire du Capital, offert par ce parent. En août 1914, à 18 ans, Zorger, animé de ferveur patriotique, quitta ses examens finaux pour s'engager volontairement dans l'armée impériale allemande. Il rêvait de la gloire et du romantisme de la guerre vantée par la littérature allemande, mais trouva à Dixmude, en Belgique, des champs de bataille sanglants. Il vit ses camarades étudiants volontaires se faire massacrer. Il fut blessé 3 fois, la dernière fois par des éclats d'obus traversant ses jambes et amputant partiellement 3 doigts. Cela mit fin à sa carrière militaire et le laissa avec une boiterie permanente. En 1916, il fut en convalescence à Königsberg, où il acheva sa scolarité. Pris en charge par un médecin communiste, il lut Karl Marx et Friedrich Engels. C'est cela qui provoqua finalement la conversion de Zorger. Il comprit que la guerre n'était pas une question d'honneur, mais de cupidité capitaliste, de rivalité économique et de destruction des vies ouvrières, profitant à la bourgeoisie. Il pensa qu'un changement politique violent était la seule solution et devint communiste. Richard Zorger agissait à une époque où l'anonymat était simple. Il fallait des mois d'enquête pour retracer le passé de quelqu'un. Aujourd'hui, cela prend quelques secondes. Chaque trace numérique que vous laissez est collectée, cataloguée et vendue. C'est pourquoi vous avez besoin d'Aura, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Exemple de rapport type d'un courtier en données, 11 pages sur une seule personne. Il inclut votre nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, email, infos sur vos proches, profils sociaux et votre voiture. Et tout cela est disponible pour n'importe qui en ligne. Je fais tourner certains services depuis un serveur à la maison, j'essaie de garder les choses privées autant que possible, mais on ne peut pas être complètement hors ligne. Nos vies sont trop connectées, chaque application, service ou compte alimente cette machine à données. Ce qui me dérange, ce n'est pas juste que ces informations existent, c'est que les courtiers en données gagnent des milliards en vendant vos données sans consentement, sans se soucier si leurs clients sont des escrocs ou des fraudeurs. Aura envoie automatiquement des demandes de suppression au site de courtier en données et retire vos infos des résultats Google. Après suppression, Aura surveille pour éviter leur réapparition.
D'autres sociétés offrent ce service, mais aucune avec autant de fonctionnalités à ce prix. Aura vous avertit si vos données sont sur le dark web, offre une surveillance anti-fraude en temps réel, un VPN antivirus, un gestionnaire de mots de passe et une assistance 24 heures sur 24 aux États-Unis. Protégez-vous des escrocs, fraudes et vols d'identité avec Aura. Essai gratuit 14 jours sur Aura.com, Philip Thompson. En 2 semaines, ils commenceront à effacer vos infos de ces sites. Merci à Aura pour le sponsoring de cette vidéo. Pendant la Révolution allemande de 1918, Zorga était à Kiel, diffusant des tracts et expliquant le marxisme aux marins lors de réunions secrètes. Il avait prévu de rejoindre la tentative de soulèvement spartakiste à Berlin, mais il est arrivé juste un peu trop tard. Après l'échec et l'assassinat de ses dirigeants, Zorger s'est brièvement retiré à Hambourg, obtenant un doctorat en sciences politiques en 1919. Il a pourtant rejeté une carrière académique sûre, s'est installé dans la Ruhr, travaillé comme mineur et aidé à organiser l'armée rouge de la Ruhr lors du putsch de Kapp. En 1924, ses talents attirèrent l'attention du Komintern soviétique en visite à Francfort, cherchant des agents intelligents et impitoyables. Zorgassan a été recruté à Moscou pour travailler pour l'OMS, la division du renseignement du Komintern. Bien que sa mère soit russe, il n'avait jamais appris la langue. Ainsi, quand Zorger a rejoint les renseignements soviétiques, il a dû apprendre le russe dès le début. Zorger est allé à Moscou en octobre 1924, laissant sa femme Christiana. Il a rejoint le Parti communiste soviétique en mars 1925 et est devenu officier du renseignement pour Moscou. Zorger a appris l'espionnage en Scandinavie et en Angleterre. Fin 1927, le Komintern l'a envoyé dans les ports gelés du Danemark, de Suède et de Norvège. Ses ordres étaient d'inspecter les partis communistes locaux et d'organiser des cellules ouvrières pour les futures grèves. 2 ans plus tard, le Komintern l'a envoyé à Londres pour rapporter sur le mouvement communiste, mais les services de renseignement britanniques étaient un peu plus perspicaces que prévu. Les services secrets ont rapidement identifié Zorger et l'ont expulsé en 1929. Pour aggraver la situation, Zorga a découvert à son retour en Allemagne que son poste au Komintern à Moscou avait été supprimé. Il a été victime des premières purges de Staline alors que celui-ci prenait le pouvoir. Zorge est resté 1 mois dans l'incertitude à Berlin jusqu'à ce qu'une rencontre avec le chef du renseignement militaire soviétique lui offre une nouvelle chance. Il travaillerait pour le 4e département de l'armée rouge et retourna à Moscou en octobre 1929. Dans le cadre de sa mission, il a subi une disgrâce publique. Bien qu'officiellement expulsé du renseignement soviétique, il travaillait en secret pour le renseignement militaire soviétique. La première mission importante de Richard Zorger était à Shanghai. La ville, chaotique et hédoniste, mêlait fumerie d'opium et banques internationales sans visa requis, chacun y menant une vie éphémère. Arrivé en janvier 1930, Zorger, alias Ramsey, devait recueillir des informations sur la guerre civile chinoise et l'expansion japonaise. À Shanghai, Zorga a développé les techniques qui ont marqué sa carrière. Il a recruté un réseau de personnes prêtes à risquer leur vie pour lui, dont certaines sont tombées amoureuses du chef du réseau. Agnès Smedley, célèbre journaliste américaine de gauche, fut l'une des personnes qu'ils rencontrèrent peu après dans la concession française. Zorger est arrivé à Shanghai en 1930 sous le nom de Johnson, prétendant être journaliste américain. Smedley est devenue sa maîtresse et principale recruteuse. Grâce à elle, il a rencontré Hotsumi Ozaki, journaliste japonais et communiste convaincu, qui pensait que Zorger œuvrait pour le Komintern pour la paix internationale. Smedley n'était pas la seule femme à succomber au charme de l'espion charismatique. La même année, Zorga a rencontré Ursula Kuczynski, également connue sous son nom de plume Ruth Werner, qui allait devenir la célèbre espionne soviétique, connue sous le nom de code Sonia. Pendant le voyage d'Agnès Smedley aux Philippines, Zorga et Werner ont entamé une liaison, et Werner a laissé Zorga utiliser sa maison comme planque pour ses agents japonais. Pendant que Richard Zorger construisait son réseau et jonglait avec ses petites amies, la situation géopolitique autour de lui commençait à s'échauffer. En 1931, les Japonais envahissent la Mandchourie et, début 1932, contrôlent tout ce territoire du nord-est chinois.
Encouragés par leur succès, les Japonais ont tourné leur regard vers le sud, en direction de Shanghai, la plus grande ville de Chine et son port le plus important. Le 28 janvier 1932, les marines japonais ont attaqué les quartiers chinois de la ville. La mission de Richard Zorger est passée du renseignement politique à la couverture des événements en première ligne. Trop risqué pour ses agents japonais d'entrer en zone chinoise, Zorger a donc décidé d'y aller lui-même, pour accompagner discrètement ses yeux et oreilles la nuit pour des débriefings. Fin 1932, malgré le cessez-le-feu entre les nations en guerre, la situation à Shanghai devenait trop dangereuse pour Zorger. Il avait promis à son responsable, le général Yan Berzin, qu'il resterait 2 ans, mais il avait prolongé la mission à 3 ans. La police municipale de Shanghai se rapprochait, ayant ajouté Zorger à la liste des agents soviétiques suspects. Richard Zorger savait qu'il devait disparaître. En décembre 1932, il confia la direction de la résidence de Shanghai à son successeur, puis quitta la ville en navire pour rejoindre l'Union soviétique via Vladivostok. À son arrivée à Moscou en janvier 1933, le 4e département l'accueillit en héros pour avoir réussi là où d'autres avaient échoué. Il avait créé un réseau d'espionnage, établi un contact radio avec la Russie et gardé sa couverture de journaliste allemand. Il retrouva sa seconde épouse, Katia Maximova, et emménagea dans son petit appartement en sous-sol. Un instant, Zorga sembla pouvoir mener une vie d'érudit, mais la situation géopolitique à l'Est s'assombrissait. Ses supérieurs du renseignement refusaient de laisser leur meilleur agent rester trop longtemps derrière un bureau. En 1933, Zorga reçut pour mission de répondre à la question qui hantait Moscou. Le Japon allait-il attaquer l'Union soviétique ? Les frontières occupées par le Japon le rapprochaient dangereusement du port soviétique de Vladivostok et du Transsibérien. Zorga comprit que, pour survivre à une nouvelle mission, il devait s'éloigner de ses associations communistes. Lorsqu'il arriva à Berlin en mai 1933, il démissionna officiellement du Parti communiste allemand et coupa tous les liens avec ses amis socialistes. Il fit croire que son séjour en Union soviétique l'avait désabusé. Sa couverture était parfaite, avec une lettre de recommandation d'un journaliste réputé d'un journal allemand. Sa prestation convainquit la Gestapo. Il adhéra vite au parti nazi, espérant que les Allemands l'envoient à Tokyo. Sous couvert d'être journaliste et expert des affaires asiatiques, il joua sa conversion nazie avec tant de conviction que les Allemands lui proposaient à la direction de la section de Tokyo. Zorga refusa. C'était un poste trop en vue pour un homme qui devait rester dans l'ombre. Richard Zorger est arrivé à Tokyo en septembre 1933. La ville était hostile aux étrangers et tout le monde était considéré comme suspect par les autorités. Mais Zorga allait bientôt se faire des amis haut placés qui allaient lui faciliter la tâche. Une rencontre en octobre 1933 avec Oyen Hoth, un attaché militaire affecté à un régiment d'artillerie dans la ville industrielle de Nagoya, a tout changé. Zorga et Hoth avaient servi ensemble sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale et se sont rapidement rapprochés autour de l'alcool et de souvenirs de combats durant leur longue beuverie. Zorga a transmis des renseignements de ses agents japonais à Hoth qui les présentait ensuite comme ses propres analyses à ses supérieurs. Les supérieurs, impressionnés, promurent en bientôt Hoth attaché militaire principal à l'ambassade d'Allemagne à Tokyo. Hoth n'était pas le seul responsable allemand contacté par Zorga autour d'un whisky. L'amiral Paul Wenneker, attaché naval allemand, devint l'un des compagnons de beuverie les plus proches de Zorga. Wenneker faisait partie des rares à Tokyo, pouvant rivaliser avec la légendaire endurance de Zorga à l'alcool. Wenneker faisait totalement confiance à Zorga, ignorant que leurs discussions arrosées étaient enregistrées pour Moscou, tandis que Zorga infiltrait les Allemands. Il a bâti un puissant réseau parmi les Japonais, centré sur son agent fidèle Otsumi Ozaki, qui avait suivi Zorga de Shanghai à Tokyo. En 1937, Ozaki avait déjà connu un grand succès. Il est devenu consultant du groupe de réflexion du Premier ministre Kanoe, qui conseillait sur les politiques sensibles du Japon. Dans le réseau, Max Clausen, opérateur radio, dirigeait une entreprise de reproduction de plans en couverture.
L'entreprise est devenue si rentable qu'elle a financé tout le réseau d'espionnage clandestinement. Clausen envoyait des messages codés à Wiesbaden, en fait Vladivostok, via une radio portable dissimulée dans une valise. Mais il devait constamment changer d'endroit pour éviter les fourgonnettes de détection japonaises. Finalement, l'équipe de Zorga a trouvé une solution ingénieuse. Ils ont utilisé un voilier comme base radiomobile. Clausen émettait depuis l'eau puis se déplaçait aussitôt, rendant presque impossible aux services japonais de trianguler leur position. Il y avait aussi Branko Vukelic, un journaliste yougoslave. Il était photographe et transférait les documents sur microfilm. Pour compléter le groupe, l'équipe principale d'espions comprenait Yotoku Miyagi, un artiste originaire d'Okinawa. Homme de terrain, il recueillait des renseignements, traduisait des documents japonais et se rendait dans des zones militaires pour observer les troupes. Il se voyait dans des restaurants, des bars, puis chez Zorga à Isabu. C'est pendant cette période que Richard Zorger a consolidé son héritage en tant que l'un des espions les plus efficaces, voire le plus efficace, de l'histoire. À la fin de 1936, l'infiltration de Zorga à l'ambassade d'Allemagne porta ses plus grands fruits. Pourtant, il découvrit une alliance militaire secrète entre l'Allemagne nazie et le Japon impérial, nommée Pacte anti-Comintern. C'était tellement secret que même l'ambassadeur d'Allemagne à Tokyo, Herbert von Dirksen, n'était pas au courant des négociations. Zorga a pu photographier l'intégralité du document top secret et le transmettre à ses contacts soviétiques. Il a révélé le protocole secret visant l'Union soviétique, prouvant l'intention de l'Allemagne et du Japon de piéger l'Union soviétique. Lors d'une attaque conjointe, Zorga parvint à valoriser Eugene auprès de ses supérieurs, ce qui lui valut d'être nommé ambassadeur d'Allemagne au Japon en 1938. Zorga était si intégré à l'ambassade d'Allemagne qu'il avait son propre bureau. On lui a remis les livres de chiffrement pour crypter les messages secrets à Berlin. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble chaque matin vers 7 heures. Zorg a rapporté à OTT les nouvelles nocturnes. En retour, OTT partageait les câbles top secrets arrivés de Berlin pendant la nuit, et puis il y avait Elmer Roth. La femme de l'ambassadeur, Zorga, avait une liaison avec elle, mais il resta ami avec Eugene. Leur mariage était, selon tous, sans amour. Et il plaisantait sur le fait que Zorga était l'irrésistible, bien qu'il ait été au sommet 2 ans auparavant, le sol sous les pieds d'Ancôte de Richard Zorga avait commencé à bouger. Au sommet de la grande purge de Staline, même le NKVD, agence de renseignement soviétique, fut touché. En novembre 1936, un message urgent est arrivé rappelant Zorga à Moscou. Son instinct de survie s'est déclenché. Il savait qu'en revenant, il risquait l'exécution ou le goulag sibérien. Il a refusé l'ordre, disant qu'il ne pouvait pas partir à cause de ses excellents contacts à Tokyo. C'était un choix judicieux, car ceux revenus ont subi le sort qu'ils craignaient. Richard Zorga, bien qu'ayant survécu physiquement, a été considéré comme non-retourneur et presque effacé des registres par le 4e département. Ses supérieurs à Moscou avaient été liquidés et ses nouveaux chefs le voyaient avec une méfiance paranoïaque. En 1938, 5 ans de double vie commençaient à peser. Zorga buvait plus, avait des liaisons avec au moins 2 douzaines de femmes et conduisait sa moto de façon téméraire. La vie d'espion, découvrit Zorga, n'était pas glamour, elle était épuisante, isolante et corrosive pour l'âme de toutes les femmes. Il pariait. L'une d'elles se distinguait des autres. Hanako Miyaki travaillait comme serveuse au bar Rheingold dans le quartier de Ginza. Zorga rencontra Miyaki le jour de son 40e anniversaire. Ils parvinrent à peine à surmonter la barrière de la langue et se rabattirent donc sur le langage commun des gestes et de la musique. Ils vécurent ensemble, Zorga devenant son protecteur et amant. Miyaki était une oasis de calme pour Zorga dans une vie autrement agitée et anxieuse. Le Japon, obsédé par l'espionnage, surveillait constamment le journaliste allemand. Dès 1934, les Japonais commencèrent à intercepter des messages radiochiffrés. Ils ne pouvaient pas les lire, mais ils savaient qu'il y avait un espion et le cherchaient activement. Une nuit de mai 1938, Zorga manqua de se trahir par imprudence. Après une longue nuit au Rheingold, il est parti à moto.
À grande vitesse, il a perdu le contrôle et percuté un mur de pierre près de l'ambassade américaine. À son réveil à l'hôpital, il a d'abord pensé à ce qu'il avait dans sa poche, non à ses blessures. Des rapports de renseignements provenant d'Osaki, pas encore codés pour Moscou, et une réserve de dollars américains qu'il serait impossible d'expliquer. Sa panique a cessé quand une infirmière lui a annoncé que Max Clausen, son opérateur radio, avait récupéré ses affaires. Mais l'homme qui avait sauvé Zorga cette nuit-là commençait lui-même à vaciller. Moscou avait rappelé Clausen en 1935 après qu'il eut fidèlement servi le réseau d'espionnage à Shanghai, sa récompense étant l'exil dans la vulgaire République allemande pour réparer des tracteurs. Il a repris le renseignement et rejoint Zorga à Tokyo, mais son idéologie se fissurait. En 1940, l'imprimerie de Clausen l'avait enrichi. Plus ses profits croissaient, moins il croyait en la cause. Richard Zorger était aussi un patron exigeant. Après la crise cardiaque de Clausen, en mai 1940, Zorga l'a obligé à transmettre depuis son lit d'hôpital. Zorg dépensait sans compter pour lui, mais offrait peu à son opérateur radio. Absorbé par ses démons, il ignorait le ressentiment de Clausen. Peut-être que Zorga était trop distrait par d'autres événements. En 1940, les Allemands commencèrent à le soupçonner. Volta Schellenberg, du bureau principal de la sécurité du Reich, fut chargé d'enquêter sur les liens communistes passés de Zorga. Le limier envoyé à Tokyo par Schellenberg pour interroger Zorga en avril 1941 était le colonel Joseph Messinger, surnommé le boucher de Varsovie. Commandant de la police à Varsovie, Messinger avait autorisé l'exécution de masses d'intellectuels polonais, membres du clergé et enseignants. Sa brutalité choquait même ses supérieurs SS, mais Zorga fit comme toujours, il se lia d'amitié avec le monstre. Les deux hommes burent ensemble. Malgré sa réputation, Messinger fut étonnamment facile à manipuler pour Zorga avec whisky et saké. Le boucher de Varsovie passa d'une menace à une source involontaire de renseignements sur les opérations de la Gestapo dans tout l'Extrême-Orient. De retour à Berlin, Messinger affirma à Schellenberg que Zorga était fiable, clôturant l'enquête. Richard Zorger avait une fois de plus évité le danger. En mai 1941, le lieutenant-colonel Irvan Scholl, courrier allemand et ami, arriva à Tokyo avec une nouvelle dévastatrice. Il informa Zorger qu'Hitler comptait envahir l'Union soviétique à la mi-juin. Entre 170 et 190 divisions étaient massées à la frontière Est pour lancer des offensives majeures vers Moscou, Leningrad et Kiev. Zorga envoya un message urgent à Moscou. Le début de la guerre germano-russe est prévu vers le 15 juin. Staline rejeta immédiatement les rapports, décrivant Zorga comme un homme installé avec quelques petites usines et bordels au Japon. Staline n'avait manifestement pas pardonné à Zorga son refus de revenir à Moscou en 1936 et le voyait comme un agent double peu fiable. Staline refusa aussi de croire que l'Allemagne voulait une guerre sur deux fronts et jugea les alertes de Zorga comme de la désinformation britannique. Cet échec du renseignement venait aussi de la culture de terreur imposée par Staline. Philippe Golikov, général et chef du renseignement militaire soviétique, a saboté ses agents pour se protéger. Golikov savait que ses prédécesseurs avaient été exécutés pour avoir transmis des renseignements déplaisants à Staline. Il sélectionnait donc avec soin les rapports avant de les soumettre, supprimant tout ce qui contredisait la conviction de Staline que l'Allemagne n'attaquerait pas. Les avertissements de Zorga ont été filtrés par un système conçu pour ne dire à Staline que ce qu'il voulait entendre. Constatant que ces avertissements étaient ignorés, Zorga a pris un grand risque en chargeant un sous-agent de révéler l'histoire au New York Herald Tribune. On espérait que la presse occidentale choquerait Staline et le pousserait à agir. Le 31 mai 1941, le titre annonçait « Tokyo attend qu'Hitler attaque la Russie ». Mais Staline ne fit rien. Lorsque l'invasion eut lieu, le 22 juin 1941, l'Union soviétique fut prise catastrophiquement au dépourvu. Zorga, déjà fragile psychologiquement, fut furieux en apprenant les premiers rapports de l'invasion, frôlant l'effondrement émotionnel. Il délaissa sa prudence, s'emportant en dispute avec les nazis locaux et provoquant des crises publiques dans les bars.
Ce que Richard Zorger ne comprenait pas, c'est que l'une des plus grandes menaces auxquelles il faisait face venait de l'intérieur de son propre réseau. Max Clausen avait finalement cessé de croire qu'il en voulait à chaque heure passée penché sur son émetteur pour une cause qu'il considérait comme perdue. Pour la première fois, il admira l'ennemi et Clausen sabota alors le réseau d'espionnage. En 1941, Clausen ne transmet que moins de 10% des messages de Zorga et détruit les autres. Clausen retarda plusieurs jours la transmission des avertissements sur Barbarossa. Quand il les envoya, il écourta le message, brouillant les détails de l'ordre de bataille allemand. Les renseignements qui parvinrent à Moscou n'étaient donc qu'une pâle copie de ce que Zorga avait recueilli. Ces avertissements arrivèrent en retard, incomplets et dépourvus des détails précis qui distinguent un renseignement exploitable d'une simple rumeur. Le sabotage de Clausen donna au conseiller de Staline une excuse pour ignorer l'espion à Tokyo, ce que Zorga ignora toujours. Il fulminait contre le silence de Moscou. Il envisagea de faire défection et de fuir à Shanghai, mais son engagement envers le communisme l'en empêcha. Il devait savoir. Une dernière question. Le Japon allait-il participer à l'attaque allemande ? À la fin de l'été 1941, l'Union soviétique s'effondrait. Sous l'assaut allemand, la Wehrmacht avait brisé les défenses de soviétiques, encerclant des armées entières et fonçant vers Moscou. Staline devait faire un calcul désespéré. Il avait des divisions sibériennes d'élite stationnées en Extrême-Orient, protégeant contre une éventuelle attaque japonaise. C'étaient les meilleures troupes de l'armée rouge, expérimentées, bien équipées et entraînées pour des combats violents. Les envoyer à l'ouest pouvaient sauver Moscou, mais si le Japon attaquait pendant leur absence, l'Union soviétique risquait une guerre sur 2 fronts. Elle ne pouvait tout simplement pas gagner. Tout dépendait de cette seule question. Que ferait le Japon ? C'était le moment que Richard Zorger préparait depuis 1933 grâce à l'accès d'Ozaki au cabinet japonais et au chemin de fer de Mandchourie du Sud. Grâce aux observations de Miyagi sur les mouvements de troupes et à une analyse minutieuse du dilemme stratégique du Japon, Zorga a assemblé la réponse. Miyagi a rapporté que les troupes japonaises recevaient trop des shorts tropicaux, pas des manteaux d'hiver. Elles se dirigeaient vers le sud, pas vers la Sibérie. Ozaki a confirmé que les réserves de pétrole du Japon étaient vent critique, avec moins de 2 ans pour la marine. L'embargo pétrolier des États-Unis avait créé une crise existentielle. Le Japon devait s'emparer des champs pétrolifères des Indes néerlandaises. Il manquait simplement de carburant pour faire la guerre en Sibérie. La conférence impériale du 2 juillet avait décidé que le Japon frapperait vers le sud contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, et non vers le nord contre l'Union soviétique. La conclusion de Zorger a été confirmée par l'amiral allemand Wenneker. L'attaché naval défendait les intérêts de la marine allemande à Tokyo, en accord avec la stratégie sud de la marine japonaise. Offensive vers Singapour et les Indes néerlandaises pétrolifères. Wenneker faisait directement son rapport à Berlin par un canal indépendant, contournant même l'ambassadeur Hoth, avec qui il s'était brouillé. Lors de leur beuverie, Zorga apprit que les amiraux japonais voulaient un pan du pétrole et non la toundra, corroborant ces infos par d'autres sources. Richard Zorger avait enfin répondu à la question qu'il avait tant poursuivie. Le 20 août, Zorga annonça que le haut commandement japonais avait choisi de ne pas faire la guerre à l'Union soviétique cette année-là. Le 14 septembre, il envoya la confirmation que l'URSS pouvait être absolument libre de la menace d'une attaque japonaise à l'Est. Clausen avait aussi retardé ce message, conservant le brouillon de Zorga plusieurs semaines avant de le transmettre mi-septembre. Heureusement, il arriva tout de même à temps et finalement, Staline le crut. Les divisions sibériennes se déplacèrent vers l'ouest, amenant troupes, chars et avions pour défendre Moscou. Lors de l'assaut final de la Wehrmacht sur Moscou fin novembre 1941, elle ne trouva pas les troupes épuisées attendues, mais des renforts d'élite venus de l'Extrême-Orient. La contre-offensive soviétique de décembre 1941, première grande défaite allemande, fut permise par ces divisions sibériennes. Moscou fut sauvé grâce à Richard Zorga. L'alcoolique, coureur de jupons imprudent, écarté par Staline, avait donné les renseignements qui ont influencé la Seconde Guerre mondiale. Mais Zorga ignorerait toujours l'impact réel de son travail.
À l'automne 1941, le nœud se resserrait. Ayant accompli sa mission à Tokyo, il avait rédigé une note à Moscou pour demander son rappel ou un transfert en Allemagne, mais ne l'a jamais envoyé. La cause précise de l'effondrement du réseau reste controversée. La version conventionnelle présente Tomo Kitabayashi, ancienne logeuse de Miyagi en Californie, qui déclara à la police japonaise que Miyagi pourrait être communiste. Une autre version évoque que la piste viendrait de Rizo Ito, chef d'une faction radicale du Parti communiste japonais, qui aurait parlé sous la torture de la Kempeitai. Ito a donné une liste incluant Ozaki et Miyagi. Les Japonais ont entamé le laborieux processus d'enquêter et de surveiller plus d'une centaine de noms figurant sur cette liste. Finalement, cela les a menés à un correspondant de journal allemand nommé Richard Zorger. Quelle que soit la piste suivie, tout le réseau s'est effondré. La police a arrêté Miyagi le 10 octobre 1941. Des documents compromettants ont été trouvés dans sa chambre. Miyagi a tenté de se suicider en sautant du 2e étage. L'enquêteur japonais a sauté par la fenêtre après son suspect. Tous deux ont atterri dans un buisson et survécu. Miyagi, impressionné par le courage de l'enquêteur prêt à risquer sa vie, a regretté son seppuku raté et choisi d'avouer. Le 15 octobre de cette année, Otsumi Ozaki a été arrêté, provoquant une onde de choc au sein du gouvernement japonais. Un conseiller proche du Premier ministre était un espion soviétique. Le 19 octobre 1941, le Toko est venu chercher le chef du réseau d'espionnage. Zorga avait reçu cette nuit-là un message d'avertissement lui disant de fuir. Chaque instinct affûté par 2 décennies d'espionnage lui disait de s'enfuir. Mais Zorga a hésité. La raison ? Une danseuse japonaise l'attendait dans son lit et, malgré le danger, il ne pouvait partir sans elle. Hier soir, un Zorga distrait a fait une erreur fatale en la raccompagnant chez elle. Il a déchiré le mot d'avertissement au lieu de le brûler et a jeté les morceaux au sol. Les agents du Kempeitai ont récupéré les morceaux, les ont rassemblés et confirmé sa culpabilité sans doute. Quelques heures plus tard, la police a arrêté Zorga alors qu'il était dans les bras passionnés de son amante. C'est du moins ce qu'a rapporté Ernest Volkmann. Le scénario le plus probable est qu'au matin du 19 octobre, le Toko a perquisitionné chez Zorga à Azabu. On dit qu'il a accueilli les agents en pyjama, les invitant à entrer et continuant à jouer la comédie, même quand tout s'effondrait autour de lui. Au final, au moins 35 membres du réseau d'espionnage de Zorga avaient été arrêtés et interpellés. Au début, Zorga a tenté de s'en sortir par le bluff, affirmant qu'il était un nazi loyal, mais la police disposait de preuves accablantes. Ils avaient saisi l'émetteur radio au domicile de Clausen et ils avaient les aveux de ses subordonnés. Les Japonais interceptèrent les messages radio de Zorga depuis 1934, mais ils n'avaient pas réussi à casser le code. Max Clausen a été arrêté le même jour que Zorga et a rapidement remis sa clé de chiffrement, une copie de l'annuaire statistique allemand de 1933. Les Japonais ont alors déchiffré des années de communication, révélant tout ce que Zorga avait volé. Après 6 jours d'interrogatoire brutal et de torture, et face à la réalité que son réseau s'était effondré, Zorga a craqué. Il a avoué être un espion soviétique. Il s'est efforcé de protéger les femmes de sa vie, en particulier sa fidèle amante, Hanako Miyaki, l'hôtesse de bar, qu'il avait soutenue même lorsqu'elle avait découvert la vérité sur son travail. L'ambassadeur Eugène Ott, complice involontaire de Zorga, a d'abord refusé de croire les accusations. Il a attribué cela à la manie japonaise de l'espionnage et à la persécution d'un Allemand loyal. Puis vint la visite en prison. Richard Zorga est apparu menotté, portant un panier en bambou sur la tête, une procédure standard dans les prisons japonaises. Il s'est incliné et a dit « Monsieur l'ambassadeur, ceci étant notre dernier adieu. » À cet instant, Ott a compris la vérité. Son confident depuis 8 ans, qui avait conseillé et même été l'amant de sa femme, était en réalité un espion soviétique. La révélation a détruit la carrière d'Ott. Il a été rappelé à Berlin et renvoyé dans la disgrâce. Les Allemands s'indignèrent, les Soviétiques gardèrent le silence. Le centre de Moscou, soupçonnant Zorga d'être un agent double après son refus de rentrer lors des purges de Staline, l'a finalement abandonné.
Zorga croyait que Moscou organiserait un échange de prisonniers après tout ce qu'il avait fait, et il n'avait pas tout à fait tort d'espérer. En 1943, le gouvernement japonais a officiellement proposé un accord d'échange à Moscou, offrant Zorga contre des espions japonais détenus par les soviétiques. Staline ne voulait apparemment pas rapatrier un témoin de sa cécité en 1941. L'homme l'ayant averti sur Barbarossa valait mieux mort. Moscou nia finalement toute connaissance de Richard Zorga. Ce déni fut sa condamnation. Même sa femme russe Katia Maximova ne fut pas épargnée. Elle fut arrêtée par le NKVD en 1942 pour activité criminelle. Exilée en Sibérie, elle mourut de maladie et de négligence en 1943. Zorga et Ozaki furent condamnés à mort le 29 septembre 1943. Zorga resta calme face à sa sentence. Ils programmèrent son exécution pour le 7 novembre 1944, l'anniversaire de la révolution bolchevique. Zorga avait alors subi plus de 3 ans d'interrogatoire et de torture. Finalement, le jour de son exécution arriva à la prison de Tsugamo à Tokyo. Le 7 novembre 1944, Otsumi Ozaki fut pendu. En premier. Il avait adressé à sa femme des lettres émouvantes et un poème d'adieu, affrontant sa fin avec stoïcisme. Richard Zorga fut mené à la potence peu après, remercia le personnel de la prison et refusa l'aide d'un prêtre. Ces derniers mots, en japonais, saluèrent la cause qu'il avait servie toute sa vie. Armée rouge, Parti communiste international, Parti communiste soviétique. Même face à la mort, abandonné par le pays pour lequel il avait tout risqué, Richard Zorga resta un véritable croyant. Son corps fut jeté dans une fosse commune au cimetière de Zoshigaya. Contrairement à Zorga et Ozaki, Clausen ne fut pas exécuté. Condamné à perpétuité, il survécut à la guerre et fut libéré par les Américains en 1945. Pendant 20 ans, l'Union soviétique a supprimé Richard Zorga de l'histoire. Celui qui avait fourni les renseignements pour sauver Moscou était officiellement inexistant. Les dossiers du NKVD affirmaient à tort que Zorga avait été fusillé en 1942, mais une personne n'a jamais oublié Hanako Miyaki, l'hôtesse de bar japonaise qu'il avait aimée. Elle a retrouvé ses restes dans la fosse, identifiés par son bridge en or et ses blessures de guerre. Elle a organisé sa crémation et sa réinhumation au cimetière de Tama à Tokyo. Sa pierre tombale en granit indique « Ici repose un homme qui a sacrifié sa vie contre la guerre et pour la paix ». La réhabilitation soviétique est intervenue en 1964 après que Nikita Khrouchtchev a vu un film français sur le réseau d'espionnage. Impressionné, Khrouchtchev ordonna une enquête. Le Kremlin déclara Richard Zorga héros de l'Union soviétique à titre posthume. Moscou a donné son nom à une rue et son visage figure sur un timbre. Cela aurait-il eu un sens pour lui ? Richard Zorga a finalement été reconnu pour l'œuvre de sa vie. L'héritage de Richard Zorga illustre le paradoxe du renseignement. Souvent, les vérités majeures viennent de messagers imparfaits. Le génie et l'autodestruction peuvent coexister chez une même personne, mais inévitablement seulement pour une très courte période.